Le deuxième chapitre, c'est la tromperie sur les responsables. Les élus des peuples transformés en marionnettes. Charles de Gaulle, dans une de ses confidences faites à Alain Perfit, le 17 juin 1964, au Palais de l'Élysée, avait dit « La politique de Roosevelt, c'était exactement celle qu'ont aujourd'hui les Américains dans le sud-est asiatique. Ils ne peuvent pas en imaginer d'autres. Des marionnettes, c'est ça qu'ils veulent en face d'eux. » Des marionnettes, c'est ça qu'ils veulent en face d'eux. C'était la politique de Roosevelt en 1940, qui voulait Pétain, ou Laval, ou ensuite le général Giraud, mais surtout pas de Gaulle. C'était la politique des Américains dans les années 60, c'est la politique des Américains aujourd'hui. Hamid Karzai, par exemple. François Hollande, oh, pardon. Aux États-Unis eux-mêmes, les élus du peuple ne sont plus que des marionnettes dans les mains de l'oligarchie financière, militaro-industrielle et médiatique. Regardez ces photos qui sont quand même assez effrayantes. Vous vous rappelez, Ronald Reagan a été le premier à lancer ses discours, à entamer ce discours avec quand même, vous notez quoi? Vous voyez ici ces appareils qui sont des téléprompteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus à réfléchir, il suffit de lire le texte qui est diffusé par ces téléprompteurs un peu sophistiqués, je vais vous les montrer dans un instant. Ils sont transparents en apparence pour le public, mais en fait qui diffusent un texte. George W. Bush avait son téléprompteur. Il l'avait. Son téléprompteur. À la tribune des Nations Unies, il avait son téléprompteur. Barack Obama, avec Change. Change, c'était la campagne pour faire élire Obama président des États-Unis. C'est exactement la même chose que le changement, c'est maintenant. Hein. Non, mais c'est les mêmes équipes de marketing qui sont derrière. Il avait son téléprompteur. Change we need. Il avait son téléprompteur. Là, on le voit à travers son téléprompteur. Et puis ici, Mitt Romney, qui a été candidat malheureux à la présidence des États-Unis, avait aussi son téléprompteur. Alors, comment ça marche ces téléprompteurs? Vous voyez ici le texte qui est diffusé, qui fait comme un miroir, hein, c'est un phénomène optique. Donc, c'est réfracté c'est diffusé à l'envers, ça devient à l'endroit par le phénomène de miroir. Vous lisez le texte, mais vous donnez l'impression de regarder le public, et le public, lui, ne voit que cette espèce de miroir. Hein, voilà. Vous parlez comme ça, vous voyez un texte, le public, lui, ne voit rien. Ici, on voit par exemple Barack Obama, hein, avec le dernier mot de son discours, qui apparaît sur le téléprompteur, « Thank you, God bless you, and God bless the United States of America ». Donc c'est ce qu'il vient de finir de lire, puis là il vient serrer les louches, mais il a lu tout ceci. Alors je vous signale, ça c'est une manifestation devant la Maison-Blanche d'Américains qui disent « Somebody please put the Constitution on his teleprompter », s'il vous plaît, que quelqu'un mette la Constitution américaine sur son téléprompteur. Voilà. Je signale que ce téléprompteur vaut exactement 1 499 $, il est en promotion actuellement, il valait 1 599 $. C'est le téléprompteur ISS 200, c'est le Presidential Model. Voilà. Donc, j'ai une requête à vous formuler, ne m'offrez pas ce téléprompteur parce que je n'ai pas besoin, moi, d'un téléprompteur. Alors, pendant que les marionnettes de la Maison-Blanche lisent leur téléprompteur, les gouverneurs de la province France de l'Empire Atlantique sont eux-mêmes traités comme des marionnettes. Ce sont donc ce que j'appelle des marionnettes au carré. Ce sont les marionnettes des marionnettes. Rappelez-vous, par exemple, comment le président Bush s'était fait une spécialité de mettre systématiquement la papate sur M. Sarkozy. Façon de montrer, allez mon petit gars, c'est bien. C'est bien. Est-ce que vous imaginez au passage De Gaulle se fait mettre la papate par Johnson ou par Kennedy? Comment? Il était plus grand, c'est vrai.
My dear guy. Regardez cette photo que nous avons beaucoup diffusée, on n'a pas été les seuls, cette photo est à soi seule un aveu. C'était lors du dernier G8, vous vous rappelez, à Camp David, où l'on voit ici le président des États-Unis d'Amérique qui indique ce qu'il faut faire. Vous avez à sa droite José Barroso, renfrogné, vous savez, celui dont la carrière a été faite par M. Frank Carlucci de la CIA, je renvoie à une de mes conférences précédentes. Bon, M. Barroso qui fouille dans ses notes. À sa gauche, il y a Herman Van Rompuy. On a l'impression qu'il dort, c'est sans doute la meilleure chose qu'il puisse faire. Et vous avez ici Mario Monti, choisi par Goldman Sachs pour diriger l'Italie, Miss Merkel, qui fait plutôt la gueule, parce que, pour les raisons qu'on va voir tout à l'heure, parce qu'elle sait qu'Obama exige que les Allemands restent dans l'euro. Vous avez David Cameron qui est ici, et puis vous avez ce pathétique Hollande avec, vous voyez, derrière, il y a quelqu'un qui... Voilà. Parce que M. Hollande, ne parlant pas bien l'américain, eh bien, il faut qu'il ait quelqu'un qui lui souffle ce qui se passe. Voilà. Et il est là à prendre des notes. Mais enfin, où est-ce qu'on est? Mais où est-ce qu'on est, hein? Jusqu'à quand va-t-on subir ces humiliations? Nous sommes devenus... Les photos sont plus explicatives qu'un long discours. Nous sommes devenus, en réalité, des pays sous domination américaine. Je signale au passage que tous les dirigeants politiques occidentaux ont des agendas frénétiques qui empêchent de prendre le temps de la réflexion stratégique. J'y reviendrai d'ailleurs demain quand je dis « mais où est passée la République française ?» Je voudrais rappeler quelle était la logique profonde de la Ve République qui avait très intelligemment prévu de distinguer l'action stratégique de l'action tactique. La réflexion et l'action stratégique étaient dévolues au président de la République. Un long mandat de 7 ans lui permettait d'échapper aux contingences de l'action quotidienne, de se consacrer à l'analyse économique et géopolitique pour être, comme disait le général, le garant de l'essentiel. Et puis, la réflexion et l'action tactique étaient dévolues au Premier ministre, qui avait un mandat variable plus court. Historiquement, le moins bien 10 mois, c'était Madame Cresson. Heureusement que la dame est partie parce qu'elle aurait... Mais c'est un fait, je n'y peux rien. Et c'est allé jusqu'à 6 ans pour Pompidou. Mais entre-temps, ça a duré 2 ans, 3 ans, 5 ans. Non, 5 ans, c'est seulement Fillon. Donc le Premier ministre, lui, était contraint à conduire l'action du gouvernement au quotidien. Donc il y avait une répartition des rôles entre le stratégique ou tactique. Le passage au quinquennat a saboté le pouvoir du chef de l'État de s'opposer à l'oligarchie financière euro-atlantiste. Le président de la République est devenu un Premier ministre qui n'a plus le temps de réfléchir à la stratégie. Vous l'avez vu d'ailleurs. M. Hollande était à peine élu, qui s'est précipité. Il a pris ses fonctions le mardi, vous vous rappelez, sous une pluie tombante. C'était lunaire, comment son mandat a commencé. Et le mardi, le vendredi, il était en train de se faire mettre la papate par le président Obama. Bon, comme c'est quand même pas une lumière extraordinaire, M. Hollande, il est arrivé là-dedans, est-ce qu'il peut aller faire pipi? Il n'y connaissait rien, il s'est laissé. C'est un problème c'est très important en matière militaire. Tous les stratèges savent qu'on ne se laisse jamais entraîner sur le terrain de l'adversaire. Ce qu'aurait dû faire un chef d'État prenant ses fonctions le mardi aurait dû dire « Cher Monsieur le Président de la République des États-Unis d'Amérique, je suis désolé, je viens de prendre mes fonctions, je ne serai pas à cette petite fiesta. » Voilà. Vous savez, hein, la France serait déjà beaucoup plus respectée. Tout simplement. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le président de Russie, puisque je rappelle qu'à Camp David, lorsqu'il y avait la photo précédente, il y avait Poutine qui s'est fait représenter par son Premier ministre Medvedev. Poutine a dit qu'il avait mieux à faire que d'aller à Camp David. Quant au Premier ministre, eh bien, il est devenu un directeur de cabinet du président de la République sans autorité. Ce pauvre monsieur héros, c'est un héros. Je voudrais faire remarquer quelle est la durée du mandat du président des États-Unis d'Amérique. La réponse, 4 ans. Quelle est la durée du mandat du président de la République française depuis la réforme du quinquennat proposée par Chirac et adoptée par les Français par le référendum de 2000? 5 ans. Mais quelle est la durée du mandat du président de la Banque centrale européenne? 8 ans. Et on a expliqué à l'époque du traité de Maastricht qu'il fallait donner
au président de la BCE un mandat suffisamment long pour qu'il ait le temps de la stratégie et pour qu'il ait le temps de ne pas être victime des contingences du quotidien. Et puis je voudrais dire quelle est la durée du mandat des présidents de Goldman Sachs, de JP Morgan, des grands groupes financiers. Illimité. Illimité. Donc quand vous avez quelqu'un qui change tous les 4 ans ou tous les 5 ans, et que vous avez des présidents de grands groupes qui, eux, sont éternels, si je veux dire, jusqu'à ce qu'ils passent de vie à trépas, mais qui sont depuis 20 ans, 30 ans, David Rockefeller, ça fait combien de temps qu'il est dans le paysage? Vous voyez qui a le pouvoir. Le troisième chapitre, c'est ce que j'appelle la tromperie subliminale, avec comme exemple la disparition subreptice des symboles de la République française. Regardez ce tableau de David, qui est au Louvre, c'est l'enlèvement des Sabines. Vous savez, c'est un épisode de la République romaine, dans les débuts. Les Romains, n'ayant pas assez de femmes, vont chez le peuple sabin, qui, semble-t-il, est mieux doté, pour aller enlever des femmes pour peupler ce qui est encore la République romaine. Alors on voit ici ce combat donc, des Romains contre les Sabins, et puis c'est donc inspiré des écrits de Tite-Live. Ercilie est une Sabine et qui a épousé Romulus, donc le fondateur de Rome, et qui est également le chef de l'armée romaine. Au moment où les Romains attaquent les Sabins, elle s'interpose pour séparer les belligérants. Vous voyez, on la voit ici, là il y a le bouclier de Rome. Ercilie provoque ainsi la fin des combats et la fusion de la nation sabine dans la nation romaine. Ercilie symbolise donc le refus de la résistance romaine, à l'armée étrangère, le refus de la résistance à l'armée romaine, l'acceptation de la collaboration avec l'Empire. C'est ça Ercilie dans l'histoire. C'est le symbole même de la collaboration avec l'Empire, enfin c'est pas encore un empire, on est au début de Romulus, mais avec la puissance dominante. Bien. Alors, maintenant, faisons un petit zoom en avant sur cette fameuse Ercilie de ce tableau de David. On la bascule légèrement vers la gauche, on la découpe, et que voit-on? On voit le timbre France qui avait été choisi par Valéry Giscard d'Estaing. La Sabine de Gandon, Gandon étant le graveur, qui symbolise la renonciation du peuple sabin à son indépendance et sa décision de collaborer avec la puissance romaine, avait été choisie en 1977 par Valéry Giscard d'Estaing pour symboliser la France, au moment même d'ailleurs où il militait pour avoir, et puis il donnait son accord pour avoir un Parlement européen élu au suffrage universel. À la demande expresse de Valéry Giscard d'Estaing, les mots République française, sur ces timbres qui étaient des timbres courants, vus des centaines de fois par les 60 millions de Français, c'est ça le truc, comment dirais-je, subliminal, avait été remplacé dès 1975, donc à peine élu. La première chose que M. Giscard d'Estaing avait demandé, c'était de faire retirer le mot République française des timbres pour qu'il y ait marqué France. Peu après son élection à l'Élysée, François Mitterrand, une des premières décisions qu'a prise Mitterrand en 1981, a été de convoquer le directeur de la Poste en disant « D'abord, vous remettez République française ». Ce qui prouve que nous ne sommes pas dans les détails. On est face à des choses qui sont d'une très grande importance, jugées comme telles par les chefs de l'État. Donc il a demandé dès 1980 qu'on remplace France de nouveau par République française. Puis assez rapidement, comme il savait que Ercilie était un symbole de collaboration, ce qui d'ailleurs ne devait pas trop le gêner au passage, compte tenu de son passé, mais enfin bref, il avait demandé que l'on trouve autre chose. Donc, on avait chargé Gandon de trouver un autre symbole mieux conforme aux principes républicains, et elle avait été remplacée par la liberté, donc le tableau de Delacroix, la Marianne, allégorie de la République française, extraite du tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, c'est la Révolution de 1830, qui illustrait alors également les billets de banque français de 100 francs. Donc on est intervenu à un symbole beaucoup plus républicain. Voilà.
Elle fut remplacée en 89 par la Marianne du bicentenaire, timbre critiqué parce que Marianne n'avait pas Dieu et paraissait aveugle. Elle fut remplacée sous Chirac par la Marianne des Français, qui repère, lorsque Chirac arrive à l'Élysée, le mot République française et qui reprend le seul mot de France. Et puis, sous Nicolas Sarkozy en 2008, le timbre Marianne devient Marianne et l'Europe. Elle remplace le type Marianne des Français. Et regardez bien ce qui se passe. Ce timbre a été émis le 1er juillet 2008 pour remplacer le type Marianne des Français en usage depuis le 10 janvier 2005. L'allégorie de la République française, Marianne portant un bonnet phrygien et vue de profil tournée vers la gauche, pour ceux qui aiment les symboles, c'est tourné vers le passé, d'un point de vue symbolique, donc comme si la République était une affaire du passé. Des étoiles entourent sa tête, évoquant celle du drapeau européen, et l'une d'elles est délibérément située à l'emplacement de la cocarde tricolore. Alors vous allez me dire, où est-ce qu'il va chercher ça quand même? Mais non. Les choix symboliques du timbre Marianne et l'Europe choisis par Nicolas Sarkozy sont stupéfiants. Tout le monde en conviendra. On a l'impression, ça fait penser, ces étoiles, on a l'impression qu'elle en a plein la tête, ça c'est comme le capitaine Haddock qui se fracasse contre un réverbère. Ça, ce sont des dessins, vous savez, quelqu'un qui a des étoiles plein la tête quand il vient de se faire cogner. Toutes ces décisions sont destinées à frapper l'imaginaire collectif de 60 et quelques millions de Français. Elles sont extrêmement réfléchies. Je n'invente rien. Ici, il y a même eu, vous voyez, sur l'Assemblée nationale, une exposition consacrée spécialement à la question des timbres, et en particulier de la Marianne, qui est censée, c'est l'un des grands symboles de notre unité nationale. Ceux d'entre vous qui considèrent que je vais chercher midi à 14h, je leur conseille d'aller voir l'interview des auteurs. Yves Beaujard, qui est celui qui a inventé la Marianne de Sarkozy. L'activité est traduite par la présence d'étoiles utilisées en expression de mouvement, suggestion de l'Europe, mais avec la particularité qu'une des étoiles vient coiffer le bonnet phrygien à la place de la cocarde traditionnelle. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des revues de philatélie. C'est l'inventeur même du timbre. Et dans Timbre Magazine, vous pourrez trouver sur le site internet, on apprend que c'est ça justement qui a été le coup de cœur du président de la République. Le président de la République a tranché, Sarkozy, c'est celle d'Yves Beaujard qui a été retenue. 41 artistes avaient répondu présents pour participer à ce concours du renouvellement du visuel de la Marianne, symbole de la République française et du timbre d'usage courant destiné à franchir le courrier des Français. Ce courrier était organisé du 26 octobre au 16 novembre 2007 sur le thème « La Marianne et l'Europe ». Au terme du concours, les 41 maquettes ont été transmises à la présidence de la République. C'est présidence de la République, c'est pas moi qui l'invente, hein. Et le choix, on est revenu directement au président Nicolas Sarkozy. Le président de la République a rapidement fait son choix, revenant très régulièrement sur la maquette destinée par Yves Beaujard. Donc, ça n'est pas une invention de ma part, c'est délibéré. Alors, regardez ce qui s'est passé. La chronologie de nos timbres. En 1990, on a République française qui est présente. En 1997, République française est présente. En 2005, République française a disparu. En 2008, République française a disparu. Maintenant, en 1990, la cocarde tricolore est présente. Il n'y a aucun symbole européen. En 1997, la cocarde tricolore est présente, mais il commence à y avoir des drapeaux européens avec les étoiles d'or. En 2005, la cocarde tricolore est présente, il n'y a aucun symbole européen. Et en 2008, la cocarde tricolore a été submergée par une étoile d'or voulue par M. Sarkozy. La cocarde tricolore a disparu et il n'y a plus que des symboles européens. Vous voyez comment, sur 18 ans, tout ceci a été mené de main de maître. Et maintenant, on a ça.
faut chercher loin pour trouver le mot France. Si c'est marqué là, en vertical, ça doit être du Arial 2. Edward Hopper. Japon. Ah non, pardon, c'est France. On a l'impression que c'est un timbre Japon. Maurizio Galante, des cœurs. On dirait vous savez, des trucs qu'on colle sur des. Vous savez, pour avoir des bons, là, il faut en coller 50. Bon. Macareux moine, etc., etc. C'est-à-dire que, ah oui, l'année du tigre, je ne suis pas contre le Japon, contre le peintre Hopper, ni contre les Chinois, ni contre qui que ce soit d'ailleurs. Vous me connaissez suffisamment, ceux d'entre vous qui me connaissent, que j'ai vécu au Japon, que j'aime beaucoup la Chine, etc. Je dis simplement que maintenant, il n'y a plus, quand vous allez à la poste, vous n'avez plus aucun symbole national. En réalité, on garde dans un coin minuscule le mot France, mais complètement disparu. C'est une volonté totalement délibérée. Alors ça, c'est peut-être le pompon. C'est la France avec le drapeau français, le drapeau européen, puis Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, etc. Donc finalement, on ne sait plus du tout là-dedans de quel c'est ce timbre. En tout cas, on voit bien qu'il s'agit de la construction européenne. Tout se passe d'ailleurs comme si la France avait fait son choix en décidant très bien les indépendances africaines, on s'en fout maintenant, nous, c'est l'Europe qui compte. Les timbres français contemporains occultent tous désormais la mention République française, ça n'est plus sur aucun des timbres. Ils accordent de moins en moins de place visuellement à la France, ils donnent de plus en plus de place à des sujets européens ou non français ou complètement futiles. Cette tromperie subliminale qui vise à marteler le cerveau des gens, qui est destinée à détacher mentalement le peuple français de son propre pays et de la République, se retrouve également dans la décision prise, toujours par Nicolas Sarkozy, de changer le système des plaques d'immatriculation automobiles auquel les Français étaient très attachés. Alors, tout le monde savait ce que voulait dire 31, 75, etc. Alors désormais, je ne vous l'apprends pas, on a refondu complètement le système qui ne veut plus rien dire, c'est un système par personne. Et alors, compte tenu du tollé que ça a provoqué, on a accepté que les gens puissent mettre à titre de décoration, ça n'entre pas du tout dans la numérotation, voilà. On a accepté que les gens puissent mettre, ceux qui le veulent, le numéro du département français, mais vous mettez celui que vous voulez. Il y a des gens qui mettent un département de fantaisie, ou bien le département dans lequel ils vivaient il y a 20 ans auparavant, mais aussi le logo de la région française, mais aussi le logo de l'Europe. Quant à la France, elle n'est plus qu'une lettre. Je signale, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, que par exemple sur les plaques britanniques, c'est au choix des Britanniques de choisir ce qu'ils veulent. Il y en a en gros 15% qui choisissent les étoiles d'or. Il y en a pas beaucoup, une quinzaine, 20% qui prennent le Union Jack, mais la grande majorité, c'est un autre problème sur lequel je reviendrai dans une autre conférence sur l'éclatement des États-nations, prennent le drapeau du Pays de Galles ou le drapeau du royaume de l'Angleterre ou le drapeau de l'Écosse. Alors non seulement ces nouvelles plaques ravalent la France au rang d'une simple circonscription territoriale, mais elles donnent aussi des ailes au mouvement régionaliste préfigurant le démantèlement de la France conformément aux objectifs tacites des européistes. Ici, on voit par exemple à quel point ces plaques d'immatriculation ont suscité un peu partout des initiatives. En Bretagne, alors les habitants de la Loire-Atlantique mettent le drapeau breton de la Bretagne, enfin le drapeau sur lequel, le Guenadou sur lequel je reviendrai. Dans le Pays Basque, le drapeau du Pays Basque. Les Pyrénées-Orientales, le pavillon catalan, là aussi j'y reviendrai, parce qu'en réalité il s'agit de ce que les Catalans, les indépendantistes catalans appellent la Catalogne du Nord. Les armes de la Savoie, ça ce sont les Savoisiens indépendantistes, etc., etc., etc. Ceci est délibéré. Le quatrième chapitre, c'est la tromperie par l'attribution de faux mérites, en particulier les financements européens. Je vous rappelle, je n'ai pas mis ici la planche, que chaque année,
Actuellement, la France donne en gros 21 milliards d'euros à la construction européenne, en direct, je ne parle que des coûts directs, et on récupère 14 milliards. Ce qui veut donc dire que tout l'argent qui nous vient de l'Europe, sur le pavillon bleu aux étoiles d'or, c'est de l'argent venu de France d'origine, sauf qu'on en a piqué un tiers. Comme je le dis souvent, c'est comme si je vous demandais, monsieur, de me donner 500 euros, je les mets dans mon portefeuille, et puis j'en montre 30, je dis, on dit merci qui? Ah. C'est exactement ça. Nous recevons beaucoup moins que ce que nous donnons, et on est censé dire vraiment bravo, merci l'Europe. Or, ceci est maintenant orchestré. La vache qui ment, comme je l'appelle, c'est un exemple de propagande européiste. Publicité payée sur fonds européens, parue dans le journal La Manche Libre du 27 octobre 2012, par exemple. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, cette vache bas normande est également européenne. On croit rêver. Enfin, je me demande si l'agence de pub ne s'est pas quand même un peu payé la tête de la commission. Enfin bon, on voit la vache qui se gratte les oreilles, puis vous voyez, il y a 12 étoiles sur l'arbre. Et il y a marqué, grâce aux fonds européens, cette vache a pu bénéficier de bâtiments d'élevage rénovés et modernisés, de quoi devenir une Européenne convaincue. De qui se fout? On se fout carrément de la gueule du monde. Puisque c'est notre argent. Mais attendez, le problème, c'est que les agriculteurs bas normands, qui n'ont pas la possibilité d'écouter ma conférence, eux, ils visent la Manche libre. Et donc, eux, ils disent, découvrez comment l'Europe s'engage pas pour les bas normands, c'est marqué, pas pour les Français, pour les bas normands, sur www.europe-en-basse-normandie.eu. Donc, les gens qui n'ont pas accès à la connaissance peuvent se dire légitimement, ah, heureusement que l'Europe, elle est là. Puisque la France, on n'a plus d'argent. Heureusement que l'Europe est là pour nous subvenir à nos besoins. Est-ce que vous vous rendez compte de l'arnaque? C'est une escroquerie, à la fois une escroquerie financière, une escroquerie intellectuelle. Tout ceci fait partie d'une campagne. L'Europe s'engage en Basse-Normandie, mais il y a eu en Languedoc-Roussillon, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Regardez, si vous allez sur le site internet l'Europe s'engage en Basse-Normandie.eu, eh bien on met quels fonds européens demain en Basse-Normandie. Regardez cette saisie d'écran. On voit quoi là-dedans? On voit l'Europe ici, l'Europe là, l'Europe là. Ici, on voit le drapeau de Normandie. Il s'agit de s'attaquer à l'unité nationale. Mais ceux qui payent, l'institution qui paye, c'est elle. C'est la République française. Il faut prendre une loupe pour la voir, alors que c'est elle qui paye 100%, qui paye même 150%, puisque un tiers de ce que nous versons est piqué pour aller financer le train de vie des commissaires européens, de la Commission européenne, des députés européens, plus les fonds structurels qui sont versés aux pays de l'Est. Je suis désolé, mais ceci, c'est exactement une opération de haute trahison, d'autant plus qu'elle est portée par la préfecture de Normandie. La préfecture de Basse-Normandie explique comment se procurer ces fonds européens et comment il faut dire merci à l'Europe. On n'a jamais vu un truc pareil, c'est un jeu de bonneteau. 5e chapitre, la tromperie par présentation de fausses solutions. Il faut du protectionnisme européen, disent certains. Oui, nous ne sommes pas contre l'Europe, l'Europe ne marche pas du tout, mais il faut du protectionnisme européen. Nous allons faire des pétitions, nous allons désobéir au traité, comme disait M. Mélenchon, parmi un certain nombre. Alors, je rappellerai à ce titre la tromperie de M. Montebourg. Vous vous rappelez, il s'est présenté, il n'a pas le sens du... pas peur de ridicule, quand même, avec une espèce de vareuse ou de je sais pas quoi, de petit Marcel, ou non, pas de Marcel, de t-shirt, je sais pas quoi, et puis en tenant une cafetière électrique, et puis voilà, le Made in France, il y croit, on l'a testé. Alors, premièrement, il portait un t-shirt Armorlux. Armorlux est une société bretonne, je n'ai rien contre Armorlux, fait des bons produits, simplement je me rappelle que moi-même, quand j'étais au cabinet du ministre du Commerce extérieur, il y a déjà maintenant un certain nombre d'années, il y a 18 ans, 18 ans, quand le ministre avait besoin
François, est-ce qu'il y a une société qui fabrique des vêtements encore en France? Eh ben oui, il y a Armor Luxe. Parce que c'est dans les couloirs, dans les dossiers de Bercy, on connaît qu'une seule société, c'est Armor Luxe. Bon. Le problème, c'est qu'Armor Luxe, c'était vrai il y a encore 18 ans, elle fabriquait ses vêtements en France, mais maintenant c'est terminé. Enfin, pas tout à fait terminé, mais ils ont fait comme toutes les autres sociétés. Il n'y a pas de mystère quand même en économie. Quand vous mettez des entreprises dans une situation de concurrence absolument insupportable, pendant un certain nombre d'années, elles jouent sur la qualité du produit, sur l'image de marque, sur la rationalité, sur ci, sur ça, sur des métiers attissés de très haute technologie ou je ne sais pas quoi. Et puis, au bout d'un certain temps, tout ceci ne suffit plus à compenser le différentiel énorme de salaire par rapport au salaire chinois, puisque nous sommes en concurrence frontale depuis que la Commission européenne, dans sa grande sagesse, a décidé de supprimer à la fois les droits de douane et les quotas textiles vis-à-vis de la Chine. Désormais, 60% de la production d'Armor Luxe est faite à l'étranger. Mais M. Montebourg, les gens du ministère des Finances, le chef de bureau a dû être un peu fainéant, il lui a transmis des informations qui dataient d'il y a 15 ans, où effectivement Armor Luxe faisait à peu près 98 à 100% de sa production en France. Voilà. Donc 40% au Maghreb, 15% dans les pays de l'Est, 5% en Asie du Sud. Bon, pour la petite histoire, la montre qu'il portait, c'est une montre Michel Herbelin Newport Yacht Club qui est suisse. Manufacture Ronda, de même que le cadran et les aiguilles. Le verre saphir est suisse, le boîtier et les poussins ne sont pas suisses, ils viennent de Singapour. Quand même pas de peau, il n'a de français que le nom Michel Herbelin. Donc le Made in France, il y croit, on l'a testé, ben excusez-moi, mais bon. En réalité, M. Montebourg se moque du monde. Il se moque du monde parce qu'il cache l'essentiel, au-delà du mauvais choix des produits qu'il a défendus. On ne peut pas lui en vouloir. Il n'y a pratiquement plus de fabricants français de montres, je crois qu'il n'y en a plus, et des fabricants de vêtements, il n'y en a pratiquement plus non plus. Mais cela étant, M. Montebourg cache l'essentiel. Il ne parle pas de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que ceux qui suivent mes conférences ont maintenant, je pense, bien intégré, qui est cet article qui dit, dans le cas des dispositions du présent chapitre du traité européen, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres de l'Union européenne et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Donc, ça veut bien dire que on ne peut pas interdire à des entreprises françaises d'aller se délocaliser au Maroc, en Tunisie, en Slovaquie, en Inde, en Chine. Et par ailleurs, pareil pour les paiements. Je fais à ce propos une incidente dont personne, là aussi, ne vous parlera jamais. C'est venu d'où, les délocalisations? Demandez pour les plus jeunes d'entre vous à vos parents et pour les plus âgés d'entre vous, rappelez-vous votre mémoire. Il y avait, dans les années 60, 70, 80, on ne parlait pas de délocalisation, ça n'existait pas, tout simplement. Alors pourquoi ça n'existait pas dans les années 70-80 et que maintenant, vous savez qu'actuellement, il y a une usine par jour qui ferme en France. Tous les jours, nous perdons 7 à 800 emplois industriels. Et d'ailleurs, d'après les statistiques de l'INSEE, tous les jours, nous avons maintenant 1500 personnes au moins qui passent en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes en voie d'appauvrissement accéléré. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement pour une raison. C'est pas nouveau, hein, que les Chinois sont beaucoup moins bien payés que les Français. Ça n'a rien de nouveau. Il s'est passé tout simplement la politique dite de mondialisation inévitable et le traité de Maastricht, puisque c'est dans le traité de Maastricht qu'ont été posées ces instructions. Il est désormais interdit d'interdire, parce que ce qui se passait avant, jusqu'aux années 70, 80, 91, 92, si vous aviez une entreprise française, mettons PSA, qui voulait s'installer en Inde, eh bien, il fallait qu'elle aille prendre sa canne et son chapeau, qu'elle aille au ministère des Finances, à la direction du Trésor, pour demander l'autorisation. Ça s'appelait le contrôle des mouvements de capitaux. Alors, dans quelques cas, elle avait le feu vert. Par exemple, Peugeot est présent en Iran depuis les années 50, parce que justement, elle avait obtenu le feu vert pour produire sur le marché iranien. Vous savez que d'ailleurs, le boycott actuel de l'Iran est en train de faire mourir l'un de nos derniers fleurons industriels.
ils avaient obtenu l'autorisation. Mais dans la grande majorité des cas, il n'y avait pas de... Bercy, la direction du Trésor, disait non. De la même façon qu'auparavant, si vous aviez le sultan de Brunei ou le sultan ou l'émir de Qatar, qui voulait, comme ils viennent de le faire, ou un homme d'affaires chinois, comme vous savez que le château Gevrey-Chambertin a été racheté il y a quelques mois par un propriétaire d'un casino à Macao. Vous savez que l'émir de Qatar rachète par appartement toute la France, notamment des grands hôtels parisiens, etc. Le sultan de Brunei Darussalam a racheté des pans entiers de la place Vendôme, etc. Ben ça, avant, ça n'existait pas parce qu'il fallait demander l'autorisation dans l'autre sens. Et monsieur l'émir du Qatar, est-ce que j'ai le droit d'acheter ça? On dit non. C'est tout ça qui a volé en éclats avec les conséquences que l'on voit. C'est-à-dire que les entreprises françaises sont obligées de se développer. Enfin, elles ne sont pas obligées, mais si elles ne le font pas, comme toutes les autres entreprises le font, elles ne sont plus compétitives et elles meurent sur place. Donc elles sont obligées de se délocaliser. Et à contrario, pourquoi est-ce que les Parisiens, par exemple, n'arrivent plus à se loger? C'est parce que toutes les grandes fortunes mondiales viennent acheter dans le Triangle d'Or, dans toutes les grandes places, le long de la Seine, viennent acheter des appartements. Donc du coup, ça chasse les habitants traditionnels qui vont de plus en plus vers les quartiers périphériques. Donc ça fait monter le prix des quartiers périphériques, puis de proche en proche, ça fait monter le prix de la banlieue. C'est pour ça que actuellement, les prix de l'immobilier parisien, c'est également vrai dans un certain nombre de villes en France, de points ponctuels, sont devenus totalement inabordables. Tout ceci, M. Montebourg ne le dit pas. M. Montebourg, il se met une montre suisse, et il se met un paletot fabriqué au Maroc en disant « je crois à la France ». Le 6e chapitre. La tromperie par divulgation de fausses nouvelles. Exemple constant sur la crise de l'euro. Les unes du journal Le Monde et du journal Libération du 29 juin 2012, moi quand il y a des unes comme ça, j'en fais mon miel, je les mets, je fais un scan, et puis je me dis je vais bien m'en servir un jour ou l'autre dans une de mes conférences. C'était quand même assez extraordinaire. Crise de la dette, l'Europe du Sud fait plier Madame Merkel. L'Europe du Sud l'a fait plier de rire, oui. La nuit, dans le journal Libération, la nuit où le Sud a fait flancher Merkel. Mais c'est quand même... Enfin, la conférence que je vous fais aujourd'hui, c'est vous montrer comment on se moque de vous, comment on vous dit vraiment le contraire exact de la réalité. Rappelez-vous c'était le 29 juin 2012, pour la Saint-Pierre et Paul, il y avait une réunion européenne, et tous les journaux avaient... C'est comme si le père Hollande, à peine arrivé, tel Zoran est arrivé, et puis lui, Mario Monti, et puis l'Espagnol, ils avaient fait plier Madame Merkel. Où est-ce que vous avez vu que des débiteurs fassent plier le créancier? C'est en général l'inverse. Bon. Donc ça, c'était une petite piqûre de rappel pour vous rappeler d'où on vient. Mais ce pourquoi j'attire votre attention, c'est la désinformation qui touche non pas seulement le grand public, comme on vient de le voir, mais aussi les spécialistes. Parce qu'il y a des gens qui me disent « oui, mais ce que vous dites, c'est très bien, mais moi j'ai entendu le professeur Tartemuche ou le directeur général de la société machin-chose, qui n'est pas du tout d'accord avec vous, qui dit que si on sort de l'euro, ça sera une catastrophe, et puis d'ailleurs, ils ont des chiffres, ils ont des études, etc. » Alors, voici le journal Les Échos. C'est considéré, en général, comme le journal le plus sérieux de France. Bon, qualité d'information, en général, excellente. Mieux que la Tribune, qui d'ailleurs a quasiment fait faillite. Le 18 octobre 2012, le journal Les Échos publie « La faillite de la Grèce coûterait 17 200 milliards d'euros ». Alors, cette étude prévoyait que la France perdrait, si on ne venait pas au secours de la Grèce, c'est-à-dire en fait des banques grecques, des banques internationales et grecques présentes en Grèce, prévoyait que la France perdrait 2 900 milliards d'euros de croissance en 7 ans. Tout ça était écrit avec un sérieux papal dans ce journal Les Échos. Je rappelle que le PIB actuel de la France, le produit intérieur brut de la France, est de l'ordre de 2000, 2100, 2200 milliards d'euros. Depuis 1950, la France a connu une croissance négative jusqu'en 2012 sur 4 exercices. 4 exercices seulement. En 62 ans. En 75, moins 1,1%. En 93, moins 0,7%.
En 2008, moins 0,1. En 2009, moins 3,1. En fait, en 2012, c'était également négatif, mais les chiffres ont été manipulés. Vous voyez d'ailleurs au passage que sur 62 ans, c'était arrivé 2 fois, et puis au cours des quelques dernières années, ça fait déjà 2 fois, en fait 3 fois. Pour perdre 2 900 milliards d'euros de croissance entre 2013 et 2020, comme nous annonce le journal Les Échos, il faudrait donc perdre 6 points de PIB chaque année sur ces 8 ans et terminer avec un PIB réduit de moitié par rapport à la valeur de 2013. Ça veut dire que la France verrait son PIB divisé par 2 pour se conformer à cette prédiction. Et tout cela parce que la Grèce aurait fait défaut sur une dette de 350 milliards d'euros qui n'est pas du tout détenue par la France. On se fout de vous. Mais économiquement, c'est tout simplement impossible. Conclusion, cette étude est totalement absurde. Alors, dans ce genre de circonstances, comme je vous le dis toujours, posez-vous la question bête. C'est comme le prix Nobel de la paix. Au fait, c'est qui attribue le prix Nobel de la paix? Ben là, c'est pareil. Au fait, c'est qui a fait cette étude mirobolante qui divise le PIB de la France par 2 en l'espace de 5 ans pour éponger une dette qui ne nous concerne qu'à hauteur de 10 ou 15%, qui fait, il y a peut-être quelques dizaines de milliards d'euros, ce qui est déjà beaucoup d'ailleurs. Alors, il faut se reporter, et vous voyez qu'il s'agit d'une étude de 2 économistes allemands pour la fondation Bertelsmann. Ah, la fondation Bertelsmann. La fondation Bertelsmann, il faut savoir que Papy Bertelsmann, c'est une longue histoire, Bertelsmann, imprimeur au XIXe siècle, qui s'est développé beaucoup au XXe siècle, imprimeur du Troisième Reich, un des très grands imprimeurs hitlériens, puis qui, après la Seconde Guerre mondiale, est resté un très grand imprimeur allemand. Eh bien, en 2010, donc Bertelsmann a créé une fondation. Voilà ce que rapporte le rapport d'activité de la fondation Bertelsmann pour 2010. On voit M. Barroso invité par the Bertelsmann Stiftung, c'est-à-dire Fondation Bertelsmann en français, et l'Institut français des relations internationales. Et M. Barroso, he thanked the policy analysts from the think tanks to the efforts where the EU calling their activities a contribution to a stronger Europe. M. Barroso a remercié les analystes politiques de la Fondation Bertelsmann pour leurs efforts afin d'aider l'Union européenne en appelant leur activité une contribution pour une Europe plus forte. C'est-à-dire que la Fondation Bertelsmann, en réalité, est l'un des think tanks les plus actifs de l'oligarchie euro-atlantiste, pour promouvoir non seulement la construction européenne, mais également, comme on le voit ici, puisque ça, vous voyez, ça, si vous alliez sur le site de la Fondation Bertelsmann, vous aviez justement cette fameuse étude bidon publiée par Les Échos, et puis vous aviez justement à côté le fait que c'est la Fondation Bertelsmann North America, puisque bien entendu, la Fondation Bertelsmann promeut le grand marché transatlantique. Pour plus de précision, je lui fais de la pub gratuite d'ailleurs au passage, je signale que Pierre Hillard a écrit le seul ouvrage qui existe en France sur la Fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale. La conclusion, c'est que la pseudo-étude présentée par le journal Les Échos, qui est quand même le journal de toute la communauté des affaires françaises, le journal le plus sérieux, sur les risques cataclysmiques de la sortie de la Grèce de l'euro, n'est pas absurde. Non seulement c'est une étude absurde, mais ce n'est pas une étude absurde par hasard. C'est une authentique opération de désinformation. 17 200 milliards d'euros, c'est n'importe quoi. Pourquoi pas 257 358 milliards d'euros? Je signale que la Fondation Bertelsmann fait partie... Voilà, c'est une nébuleuse qui tient en France ou dans l'environnement français RTL, qui possède M6, la télévision, qui possède notamment le magazine Capital, qui est lu aussi par un certain nombre de Français dans le monde des affaires, etc., etc. Donc en fait, c'est un grand empire de presse qui fait la pluie et le beau temps, puisque ça fait partie des 5 ou 6 grands empires des médias. Voilà. Donc la fondation Bertelsmann, eh bien, par exemple, au forum de 2006, cette fondation est tellement puissante que vous voyez qui est-ce que le père Bertelsmann a fait venir à sa table.
José Manuel Barroso, Angela Merkel, Dominique de Villepin, à l'époque Premier ministre français. Voilà ce qu'est la Fondation Bertelsmann. Donc c'est une association très puissante de désinformation, un des grands outils du lobby euro-atlantique. Et c'est donc tout ceci n'est jamais expliqué, bien sûr, aux Français, et on va simplement dire et répéter à satiété ensuite, en cascade aux gens, si jamais on laissait la Grèce faire faillite, il y aurait une ardoise de 17 200 milliards d'euros, ce qui, quand même, pour une dette de 350 milliards d'euros, c'est quand même beaucoup. C'est surtout que les Français ne savent pas compter.